L'islamisation, c'est très simple, ça veut dire c'est le jour où le nombre de musulmans est majoritaire par rapport au reste de la population dans le pays. Une fois que l'islam est majoritaire sur la terre de vos ancêtres, il sera trop tard pour revenir en arrière. Il faut avoir en fait une démarche un peu d'enquête pour remonter les réseaux et en fait identifier le projet derrière, qui est évidemment un projet de conquête islamique et d'imposition finalement du modèle islamique et de la charia dans la société française. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui nous sommes à Strasbourg devant la mosquée Eyüp Sultan, un projet titanesque porté par CIMG qui est Miligorus, vraiment la mouvance en fait de l'islam politique turc, un mouvement créé un peu dans un rejet de l'Europe, des valeurs occidentales qui sont vues comme injustes, violentes, et c'est surtout un projet qui se revendique comme le symbole de l'architecture islamique, de la civilisation islamique, comme on peut voir sur le site de la mosquée en Europe, qui sera le plus grand centre islamique européen. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de comprendre avec l'eurodéputé Marion Maréchal, qui va bientôt nous rejoindre, ce que représente la construction de cette mosquée et ce qu'il y a derrière aussi, ce symbole un peu d'islamisation quand même de la France. On va essayer de comprendre tout ça, c'est parti. Bonjour Marion Maréchal, on est devant du coup la mosquée Eyüp Sultan. Déjà, quand vous la voyez, quand vous voyez cet édifice qui sera à terme le plus grand d'Europe de centre islamique, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà, j'ai l'impression d'être à Istanbul, voilà, alors qu'en réalité, on est à Strasbourg, à quelques pas du Parlement européen, et vous avez derrière moi donc ce qui sera demain la plus grande mosquée d'Europe. Et donc, comme vous voyez, avec des minarets géants et un style architectural islamique qui ne s'insère pas du tout, évidemment, dans le style architectural alsacien, donc une volonté d'affichage extrêmement marquée, mais surtout plus grave encore, et on va y revenir, j'imagine, cette mosquée est tenue par un courant islamiste, Miligorus, et c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai dénoncé l'année dernière. Vous pensez que je me trouve à Istanbul? Eh bien, pas du tout. Je suis en Alsace, à Strasbourg, et derrière moi se trouve un gigantesque chantier, celui de la plus grande mosquée d'Europe, avec ses 2 minarets géants et ses 32 millions d'euros de budget. Est-ce que déjà, juste en termes de même un peu d'ingérence étrangère, enfin en tout cas de volonté un peu conquérante quelque part, le fait de construire ce qui aurait pu être l'équivalent d'une cathédrale il y a quelques temps, il y a quelques siècles plutôt, aujourd'hui rien que dans le côté gigantisme du bâtiment, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, un besoin de grandeur et d'imposer quelque chose? Pour moi c'est absolument flagrant, je vous l'ai dit à l'instant, c'est-à-dire que pour moi il y a une volonté d'affirmation et à travers cette volonté d'affirmation il y a un désir non dissimulé de marquer le pas d'une sorte de conquête, et déjà c'est une conquête visuelle, une conquête de l'espace, puisqu'une fois de plus il a été fait le choix d'une architecture de type islamique, pas du tout insérée dans le style alsacien, avec cette dimension gigantesque, des minarets. On aurait pu imaginer avoir un lieu de culte plus discret, sachant qu'en plus il n'y avait pas un besoin particulier en termes d'espace. En fait on est souvent d'ailleurs dans la construction de mosquées face à des concurrences de communautés diverses qui veulent chacune avoir leur mosquée, et ce qui fait qu'on est passé en quelques décennies à peine dizaines d'établissements à aujourd'hui près de 2000. Mais alors justement celle-ci en particulier, donc c'est une influence turque pour le coup, avec du coup derrière Miligorus. Là pour les Français qui vont nous écouter, pour vous Miligorus, ils ne le savent pas forcément, on parle beaucoup des frères musulmans, de choses comme ça, mais Miligorus peu. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Oui, c'est important de le dire parce que c'est vrai que ces dernières années en France on a beaucoup parlé, identifié et condamné la confrérie islamiste des frères musulmans, mais des confréries islamistes ou des réseaux islamistes, des courants islamistes, souvent portés d'ailleurs par l'étranger, il y en a beaucoup, et Miligorus en fait partie. Miligorus c'est un courant qui a été fondé par l'un des mentors d'Erdogan, donc qui dirige aujourd'hui la Turquie, qui s'appelle Erbakan, et qui avait parlé de la nécessité de conquérir Rome. Il parlait de l'Europe malade et de la nécessité de lui apporter le médicament de l'islam. Donc voilà, c'est des termes qui sont, me semble-t-il, assez explicites. C'est un courant qui a été identifié par les services de renseignement allemands comme un courant islamiste dangereux qui voulait imposer la charia à la société allemande en l'occurrence, et qui poussait à l'organisation de sociétés parallèles, puisque c'est aussi des courants qui prospèrent sur un communautarisme turc de fait, très lié, il faut bien le dire, avec l'État turc, et donc on peut aussi soupçonner derrière ça une volonté d'influence étrangère, et notamment électorale d'ailleurs. Mais alors même en termes de financement, alors il y avait eu des polémiques il y a quelques temps sur un financement public ou non, etc. Finalement, semble-t-il, ils se revendiquent en tout cas d'avoir que des financements privés, donc des financements de plus de 30 millions d'euros quand même. Ces financements privés, on peut supposer qu'ils viennent beaucoup d'une diaspora turque qui est quand même très très présente en Europe, beaucoup en Allemagne mais en France aussi. Est-ce que via ce genre de symbole, via cette Miligorus qui émane quand même quasiment directement de la Turquie, il y a une volonté de garder le contrôle de cette diaspora, d'empêcher ces Turcs de devenir français, de devenir européens à terme, et de prendre
en tout cas nos codes culturels? En tout cas, c'est important de rappeler en effet que la mairie de gauche de Strasbourg avait eu pour projet de verser plusieurs millions d'euros d'argent public pour aider à la construction, Décaler un petit peu. pour aider à la construction de cette mosquée, et que sous la pression finalement de lanceurs d'alerte tels que nous, ils ont fini par abandonner en effet ce projet. Il y a eu un moment donné une rumeur, ou en tout cas une suspicion de financement étranger de type Qatar. On ne sait pas tout à fait si c'est allé au bout ou Il y pas. avait des demandes en tout cas. Voilà, exactement, il y a eu des demandes. Très souvent, évidemment, il y a des subventions étrangères, on l'a vu par le passé. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a évidemment un lien entre influence d'États étrangers, le communautarisme et ces espaces religieux. Et d'ailleurs, pour preuve, on a aujourd'hui une très large majorité des Turcs ou franco-turcs en France, qui résident en France, qui votent pour Erdogan. De mémoire, c'est plus de 60%, donc c'est assez spectaculaire, hein. C'est un bloc très resserré. Donc un gouvernement, je rappelle, qui est quand même autoritaire, qui s'inscrit dans une lecture de l'islam radical, ce qui est étonnant pour des gens qui vivent dans un pays démocratique tel que le nôtre. Mais je rappelle qu'Erdogan est quand même quelqu'un qui a expliqué que l'assimilation était pour lui une violence insupportable et que c'était contraindre les populations à renoncer à ces valeurs, et donc ça n'était pas acceptable. Donc tout ça est finalement assez cohérent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des États tels aujourd'hui que celui des Allemands, ils commencent à identifier ce type de menace. Mais alors, moi je trouve que quand on voit justement les origines de Miligorus, avec Erbakan, ou Erdogan qui s'en inspire, qui vient de là avec quelque chose de très conquérant, comment aujourd'hui l'État français en fait, laisse un édifice religieux qui est directement lié à des mouvements qui se sont fondés sur, en gros, l'Europe c'est dangereux, l'Europe c'est mauvais, le système européen occidental est mauvais, nous, avec quelque chose de vraiment remplacement en termes religieux, en termes de culture. Comment on peut dialoguer d'égal à égal en fait, avec des gens qui en gros ont assumé dès le départ on vous aime pas? Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je pense qu'il y a un mélange à la fois de clientélisme électoral. Voilà, je pense que c'est assez frappant, notamment au niveau municipal. Bien souvent, on achète les communautés en leur promettant un lieu de culte et qu'on va financer de manière indirecte par le biais culturel, alors qu'on sait qu'en fait la finalité est évidemment religieuse. Il y a aussi beaucoup de naïveté, je pense. En fait, pendant des décennies, comme l'islam n'était pas installé en France, on ne sait pas vraiment ce qu'est l'islam, comment ça fonctionne, comment ça s'organise. Et donc on commence à peine à ouvrir les yeux, et nos dirigeants politiques commencent à peine à comprendre comment ça fonctionne. Là, ils risquent de le voir quand même, il y a quelque chose de... Alors de fait, mais c'est vrai que ce qui est difficile, si vous voulez, on le voit d'ailleurs dans la rhétorique portée par les présidents d'associations de ces centres religieux, c'est que très souvent, ils ont toute une rhétorique du vivre ensemble, du respect de l'autre, la rhétorique antiraciste. Ils expliquent soi-disant qu'ils sont très respectueux des valeurs de la République, de la laïcité, même si en l'occurrence ce courant Miligorus avait à l'époque refusé de signer la charte de l'islam de France. Alors sous la pression, ils ont fini par rétro-pédaler un peu. On est face à des gens qui sont dans la dissimulation, évidemment. Il faut avoir en fait une démarche un peu d'enquête pour remonter les réseaux, comprendre qui sont les fondateurs, qui sont les accointances, qui sont les financements, et en fait identifier le projet derrière, qui est évidemment un projet de conquête islamique et d'imposition finalement du modèle islamique et de la charia dans la société française. Juste derrière nous, du coup, voilà, il y a le chantier de la mosquée dont on vous parlait. On voit plusieurs ouvriers qui sont en train d'y travailler. C'est un projet qui a maintenant plusieurs années, avec un financement de plus de 30 millions d'euros. Alors le chantier prend du retard. Au départ, il parlait d'une livraison pour 2025. Il n'y a pas vraiment de date précise pour le moment. Mais on voit que ça continue d'avancer, financé principalement par des dons donc, privés. Mais bon, après, difficilement traçable. En tout cas, donc, le chantier avance et à terme, normalement, cette salle pourra accueillir jusqu'à 3000 fidèles en même temps, mais aussi un centre culturel, plusieurs annexes de bâtiments qui vont permettre une vie associative et de la communauté turque locale qui pourra s'y retrouver pour différentes occasions. Vous me parliez justement un peu du côté, parler du vivre ensemble, et le président du CIMG, du coup de Miligorus, qui est derrière cette mosquée, on a parlé, c'est sur le site de la construction de la mosquée, en grande lettre pour montrer justement la grande ouverture d'esprit. Il y a marqué une de ses déclarations où il dit que ce sera plus qu'une mosquée, mais un besoin public qui sera un symbole de vivre ensemble, du dialogue intercommunautaire, interreligieux. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche un tout petit peu plus sur le site, il y a marqué que ce sera aussi le symbole de la civilisation islamique au cœur de l'Europe pour tous les musulmans. Donc on voit qu'il y a quand même deux dialogues très différents. Est-ce que pour vous, justement, il y a aussi un côté un peu jouer avec nos mots de vivre ensemble, d'ouverture, pour faire vraiment passer quelque chose, on le voit, ces choses-là? Bien sûr, c'est pour ça que je reviens sur cette idée de dissimulation. On est dans une forme de judo politique. Vous savez, en judo, on utilise la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. C'est exactement ce que font les radicaux ou les islamistes avec
ce qu'ils identifient comme les valeurs européennes. Et donc ils utilisent ces termes pour pouvoir évidemment les retourner contre nous d'une certaine manière. C'est d'ailleurs le même genre de choses qu'on entend sur le sujet de l'islamophobie. L'islamophobie qui là aussi est un terme qui avait été forgé plutôt dans une mouvance frères musulmans et qui avait vocation à interdire toute critique de la religion islamique au prétexte qu'elle pourrait être assimilée à de la discrimination ou du racisme. Et comme évidemment en France, la lutte contre la discrimination, contre le racisme, et à juste titre d'ailleurs, est évidemment un des grands moteurs de la société, c'est l'un des leviers qu'ils utilisent. On le voit également sur la défense aussi du voile pour les femmes, qui a explosé ces dernières années, qui a été multiplié par 2 de mémoire en 10 ans, donc c'est vraiment spectaculaire, et qui est toujours défendu sous l'angle la liberté individuelle, la liberté de la femme, ce qui est quand même, il faut bien le dire, assez savoureux, quand on sait aujourd'hui comment le voile peut s'imposer à des femmes dans de nombreuses sociétés islamiques. Et quand on sait que même aujourd'hui en France, 42% des femmes qui portent le voile disent le faire pour se garantir une plus grande sécurité. C'est ce qu'avait révélé l'IFOP. Voilà. Donc oui, vous avez tout à fait raison de dire que c'est une dissimulation et c'est très fréquent, j'ai envie de dire, quel que soit un peu les interlocuteurs que nous avons, parce qu'on parle de cette mosquée-là parce qu'évidemment elle est spectaculaire, elle est gigantesque, mais Miligorus, c'est un courant qui a pas moins de 70 mosquées en France, autour de 350 en Europe, qui a une dizaine d'écoles, une dizaine d'autres. Oui, c'est vraiment une galaxie en fait, de plein d'éléments, c'est pas juste des mosquées, quoi. En gestation, il y a 300 associations pour celles qu'on a identifiées, parce qu'évidemment tout ça est toujours extrêmement vaporeux, et c'est vrai que c'est intéressant aussi de rappeler que l'architecte qui donc s'est occupé de construire cette mosquée, c'est le même architecte qui a transformé Sainte-Sophie, qui était donc une église en mosquée à la demande d'Erdogan, et qui est aussi intervenu sur le palais présidentiel d'Erdogan, donc c'est un architecte... Donc beaucoup de symboles en fait à travers cette mosquée, un peu quelque part une forme de provocation un peu. Oui, puis manifestement c'est un architecte proche du pouvoir turc, une fois de plus, donc on voit bien que tout ça est quand même à la croisée de la politique, de la religion, et que probablement l'idée derrière ça, pour Erdogan, est aussi d'avoir un levier de négociation diplomatique dans les affaires étrangères à travers la puissance et la force de sa diaspora sur place. Les Algériens le savent bien aussi. Mais alors on parlait justement de ce côté un peu dissimulé. De temps en temps, la France essaye quand même de contrôler un peu ce qui se passe. Il y a eu une tentative avec la charte de l'islam de France il y a quelques années. Justement, le CIMG avait d'abord refusé de la signer. Alors le CIMG, donc Miligorus, qui pour le coup ne sont pas censés dépendre directement, officiellement du pouvoir turc. Et il y avait un peu l'équivalent qui est en gros l'organisation en gros de l'islam turc en France qui avait refusé également. Finalement, ils l'ont fait sous pression politique. Qu'est-ce que ça dit de ce mouvement en fait? C'est-à-dire que même quand on leur propose de faire un effort, ils le font pas? J'ai envie de dire, au moins là ils avaient affiché la couleur, alors que la plupart du temps ils donnent un maximum de gages pour passer entre les mailles du filet et pouvoir aider des interlocuteurs respectables du pouvoir, obtenir des financements divers et variés ou des facilités diverses et variées. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que notre arsenal juridique est très très loin d'être totalement équipé pour faire face à cette menace, qui une fois de plus est une menace floue, fluctuante, vaporeuse, et ce qui fait que très souvent, même quand des initiatives politiques sont prises, ça peut arriver, on voit souvent des fermetures de mosquées ou des expulsions cassées devant la justice parce qu'on a un arsenal judiciaire qui n'est pas adapté. On pourrait parler par exemple de ce qui se passe en Autriche. En Autriche, le courant des frères musulmans a carrément été interdit. Ça veut dire que si vous êtes détenteur de penseurs de ce mouvement, que vous faites l'apologie de leurs slogans ou de leurs idées, vous pouvez être poursuivi. Il y a vraisemblablement beaucoup de chemin à faire pour pouvoir s'armer face à ce qui relève vraiment d'une volonté finalement de faire pression sur la société française et d'obliger à une forme de multiculturalisme forcé dans lequel la pratique de l'islam aurait une place prépondérante au point de voir céder finalement des éléments essentiels de notre manière de vivre. Je pense notamment à la liberté de conscience, à la liberté religieuse, à la laïcité. Et donc, c'est vrai que c'est un enjeu de société majeur. Dans la continuité de cette tentative de l'État français de contrôler un peu les chemins que prennent l'islam en France, il y a le FORIF qui a été créé il n'y a pas très longtemps, donc Forum de l'islam de France, qui est censé en gros rassembler tous ces courants d'islam de France sous une forme de tutelle de l'État, afin que l'État puisse un peu savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous ça sert à quelque chose? Moi je pense que toutes ces initiatives ne mènent à rien, pour une raison simple, c'est que nous projetons en fait sur l'islam notre propre mode de fonctionnement religieux, si je puis dire. C'est-à-dire que nous sommes quand même issus d'un pays chrétien, catholique,
Nous fonctionnons avec un clergé qui est très hiérarchique, très vertical, avec un pape comme autorité suprême, avec des nominations intermédiaires. Et évidemment, si certains sortent du cadre, ils peuvent être sanctionnés, ce qui fait qu'on a des interlocuteurs connus, reconnus, validés. Oui, il y a un responsable, entre guillemets, quoi. Voilà. Alors que l'islam ne fonctionne pas du tout comme ça, il n'y a pas de clergé tel que nous le connaissons. N'importe qui, d'une certaine manière, peut être imam. Et donc, vous pouvez choisir d'avoir comme interlocuteur tel imam qui peut être, pour le coup, très sympathique, très modéré, mais cet imam ne peut ne pas du tout être reconnu par les autres, qui eux-mêmes n'auront pas du tout la même lecture des textes et pourraient avoir une lecture plus fondamentaliste. Donc toute l'énergie que vous mettez à créer artificiellement des interlocuteurs parce que cela vous plaise plus, n'empêche absolument pas les autres de prospérer, d'avancer et de se développer. Donc je pense que c'est à mon avis une mauvaise manière de pencher les choses. Moi je pense pas non plus qu'il faille se dire qu'il faut organiser un islam de France. C'est pas l'État français qui va réformer l'islam pour qu'il s'adapte à la société. La seule chose que doit dire l'État français, je vous explique, voilà, la société française c'est ça. Et c'est notamment d'ailleurs une société qui s'inscrit dans un héritage chrétien. Et donc c'est pas à la société française de s'adapter aux préceptes musulmans, c'est aux musulmans de s'adapter à leur terre d'accueil et à cette terre d'accueil avec tout ce que ça induit dans le mode de vie, dans le rapport entre les hommes et les femmes, dans la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de conscience, la liberté de changer de religion bien évidemment, dans certaines lectures que nous avons de la laïcité. Et si vous n'êtes pas content, bah écoutez, vous ne restez pas, tout simplement. Parce que je pense que si on raisonne autrement, évidemment, on ne s'en sortira jamais parce qu'il y aura toujours des voies de contournement. Alors en même temps, on voit que par exemple, quand il y a eu la charte de l'islam de France, c'était des grands principes assez simples, que la loi française était supérieure aux lois islamiques, que l'égalité homme-femme, justement, qui devait rester un principe. Déjà, ils ont refusé de la signer, finalement, ils l'ont signé. Après, est-ce que d'ailleurs c'est très vérifié? Je ne sais pas. Mais il y a ces questions qui se posent sur toutes ces mosquées où ils peuvent signer des papiers, ils peuvent faire des grands discours en disant on est d'accord. Derrière, on voit à chaque fois que régulièrement, je pense à la Grande Mosquée de Paris, il y a eu d'un coup des prêches hyper problématiques qui sont sortis notamment après le 7 octobre, mais pas que. Qui aujourd'hui contrôle ces mosquées en fait, à qui elles répondent en fait ces mosquées? Exactement, c'est ce que vous voulez dire à l'instant, c'est qu'en fait on fait signer des papiers mais qui ne sont pas des papiers contraignants. Et y a-t-il véritablement derrière un suivi, des sanctions? La difficulté aussi, c'est une difficulté de renseignement que nous avons en France. Nous n'avons pas assez, comment dire, si je puis dire, d'indices arabisants pour aller dans les mosquées pour faire remonter les informations. Donc on est aussi en zone grise, si ce n'est blackout total, sur beaucoup de mosquées. Et l'exemple d'ailleurs de la mosquée de Paris est très intéressant parce que c'est quand même la grande mosquée historique qui avait été construite en France, notamment aux anciens combattants, en hommage aux anciens combattants musulmans. On nous a souvent vendu la grande mosquée de Paris comme la grande mosquée modérée. Oui, modérée, ouverte, compatible avec la France. Exactement, et on découvre depuis quelques années qu'en réalité, l'imam de sa grande mosquée de Paris n'est rien de plus qu'un deuxième ambassadeur algérien qui s'autorise à faire des consignes de vote, de l'influence, qui par ailleurs récemment a quand même expliqué que les banquets du canon français étaient insupportables et discriminants parce qu'ils ne servaient pas de cochon. Donc tout ça est quand même très significatif et nous sommes face à un phénomène qui est un phénomène de radicalisation mondiale de l'islam. Il faut aussi en avoir conscience parce que c'est vrai que selon les époques, selon les pays, les interprétations, les pratiques ont pu varier, selon aussi le niveau d'occidentalisation de ces différents pays. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis maintenant une quinzaine d'années, nous avons une radicalisation mondiale de l'islam, avec des courants type salafistes, notamment wahhabistes, qui prospèrent, qui reviennent à une lecture fondamentaliste, très dure. Et c'est très frappant dans les différents sondages qui ont été réalisés ces dernières années. Je pense notamment au sondage de l'IFOP, qui démontre que non seulement il y a de plus en plus de musulmans en France, ces musulmans sont de plus en plus en effet radicaux, et plus ils sont jeunes, plus ils sont radicaux. Avec aujourd'hui une majorité de jeunes musulmans en France, entre 18 et 25 ans, qui sont pour une application de la charia partielle ou totale dans le pays, et certains qui sont même pour une application, qui ont de la sympathie pour des courants djihadistes dans la société. Et on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes en l'espèce. Donc c'est pas un petit sujet, et ça démontre surtout que les problèmes sont devant nous encore. Et alors, vous avez parlé justement du canon français, je me permets de revenir là-dessus, parce que hier ou avant-hier, il y a Nous Toutes, qui est un peu l'association féministe contre les violences faites aux femmes, notamment très jeunes, qui est un peu en vogue et qui, elle aussi, s'est attaquée au canon français, en gros en expliquant que c'était le fascisme, ça représentait limite un danger pour les femmes, du coup, quelque part. Mais par contre, on voit ces mêmes femmes militer, marcher, faire des manifestations à côté de femmes voilées. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, justement, sur ce basculement un peu culturel français où on se demande où est la menace pour les femmes, quoi, quelque part? Oui, en fait, rien de très nouveau, hein. C'est la nouvelle convergence des luttes qui n'est jamais que ce qu'ils appellent l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un ennemi commun
l'ennemi commun c'est le mâle blanc hétérosexuel chrétien, cette figure-là qui en fait pour eux incarne l'esprit franchouillard qu'ils veulent combattre, remplacer et dépasser, et que contre cet ennemi commun, toutes les collaborations sont bonnes, et c'est ainsi qu'on voit dans les manifestations en effet des féministes radicales seins nus à côté des femmes voilées proches des frères musulmans ou de communautés LGBTQI+. Voilà, simplement ce qui est assez ironique dans cette affaire, c'est que si un jour par malheur l'islam devait devenir majoritaire en France, ce qui mathématiquement et démographiquement n'est pas du tout impossible si nous continuons sur cette voie-là. On est plutôt parti pour, toute logique. Voilà, quelque chose me dit que ces féministes et ces militants LGBT feraient pas long feu. Et ils seraient probablement les premières victimes, avec d'ailleurs les Français de souche et avec les immigrés assimilés et avec nos compatriotes de confession juive. Et pour vous, comment on en arrive à entre guillemets, se renier autant comment ces jeunes femmes veulent, vous l'avez dit, un peu abattre le mâle blanc occidental, pourquoi on se met à détester autant un symbole qui en fait a été en gros l'histoire de France pendant 1000 ans? Je pense que y a un malaise social dans notre société qui a prospéré sur des décennies de détestation de soi, d'ethnomasochisme. Alors on pourrait revenir sur toutes les raisons historiques, les défaites, les douleurs, les grands totalitarismes du XXe siècle, qui poussent à une forme de suicide collectif par cette gauche, qui considère qu'aujourd'hui la société française est une société rance, qui n'est finalement qu'un ramassis de salauds, de collabos, d'esclavagistes patriarcaux, et que finalement cette société, Jean-Luc Mélenchon ne dit pas quelque chose de très différent, doit être régénérée, purifiée par l'immigration. C'est tout simplement le concept qu'il met derrière le terme de Nouvelle-France. Voilà, donc quand il dit en fait le peuple, la ville des reines et des rois morts et du peuple vivant, on pourrait plutôt parler du peuple migrant, et il l'assume totalement. Donc c'est vraiment une sorte de haine de soi qui est quasiment maladive, et évidemment que nous combattons ardemment parce que nous considérons que chaque peuple a droit à la continuité historique, que le peuple français est un peuple qui a toute sa dignité, qui a beaucoup apporté au monde et a encore beaucoup de choses à apporter au monde, et que nous avons le droit dans notre être de ne pas vouloir devenir un pays musulman, sauf à sacrifier tout ce qui a fait notre singularité, notre grandeur et notre façon d'être. Voilà. Et donc tout l'enjeu de ces prochaines présidentielles notamment, c'est d'aller expliquer aux Français qu'on est face à cet enjeu existentiel-là, et que donc la mobilisation n'a jamais été aussi nécessaire, et le rassemblement. Là nous sommes devant le collège privé Eyüp Sultan, qui fait partie un peu de cette galaxie d'influence en fait islamique turque, autour du projet de la mosquée Eyüp Sultan de Strasbourg, donc le plus grand complexe musulman d'Europe. Mais ça fait vraiment partie du cœur de ce qui est critiqué par plusieurs politiques français, notamment de droite, c'est-à-dire ce mélange associatif, culturel, parfois juridique, d'associations, qui étendent vraiment une influence turque et islamique en Europe. Vous me déclariez tout à l'heure que vous regretteriez, que vous seriez inquiète qu'un jour l'islam devienne majoritaire en France, qu'il y ait une islamisation de la France. Déjà, pour vous, qu'est-ce que c'est l'islamisation de la France en fait ? L'islamisation, c'est très simple, ça veut dire c'est le jour où le nombre de musulmans est majoritaire par rapport au reste de la population dans le pays. Voilà. Et donc le jour où l'islam est majoritaire dans le pays, il faut imaginer que peut-être notre pays aura-t-il le même nom, peu ou prou les mêmes paysages, les mêmes frontières, mais la personne, France, ne serait plus la même. Parce que partout où l'islam existe, la charia s'impose. Alors de manière plus ou moins extrême, mais que les principes mêmes et fondamentaux de la charia ne sont pas compatibles avec la société, les valeurs françaises, son mode de vie, et même, j'ai envie de dire, avec la démocratie. C'est pas moi d'ailleurs qui avait dit ça, c'était même la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il faut bien comprendre que ce sont des enjeux majeurs, et qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse vivre dans les sociétés ne serait-ce que mixtes telles que nous les connaissons aujourd'hui, d'un rapport égalitaire entre les hommes et les femmes, dans un pays musulman où c'est vrai, le rapport à la liberté, une fois de plus, religieuse, confessionnelle, d'expression, est souvent très entravé. Partout où l'islam est majoritaire, en général, les minorités ont des statuts dédiés, inférieurs, compliqués, discriminés. Ce sont les fameux dhimmis. Et puis tout simplement parce que moi je n'ai absolument rien contre le fait qu'il puisse y avoir des pays musulmans dans le monde, mais moi j'ai 2 petites filles, j'ai envie que mes filles grandissent en terre d'héritage chrétien. Voilà, c'est la terre que j'ai héritée de mes ancêtres, et je considère qu'on a le droit de pouvoir défendre cette identité propre, tout simplement.
Est-ce que pour vous, par exemple, récemment, il y a les travaux de Florence Bergeau-Blaclair, par exemple, qui en ont beaucoup parlé, avec un peu le halal way of life, la montée en puissance du halal. Récemment, c'est par exemple KFC qui est passé au 100% halal dans certains restaurants, donc on n'a juste plus le choix de manger halal, mais on le voit avec en effet les risques d'islamophobie. Enfin, dès qu'on parle d'islam, on est taxé d'islamophobe, le voile qui prend de plus en plus de place. Est-ce que pour vous, oui, c'est cette sorte de conquête progressive? Nous, là, on était par exemple à côté dans un café, qui a l'air tout à fait normal dedans, puis on rentre et en fait, il n'y a que des femmes. Et voilà, alors on a eu le droit d'être là quand même, mais aucun homme. Et c'est vrai qu'on a, même si elles avaient l'air très heureuses, mais c'est quand même, on passe dans une autre configuration du monde. Écoutez, moi j'interpelle simplement les gens qui nous regardent sur la situation. Aujourd'hui, on projette qu'il y a à peu près 7% de la population française qui est de confession musulmane. 7% pour les plus de 18 ans. Donc si on tient en compte les mineurs, on va s'approcher assez rapidement des 15%, et donc on parle de plusieurs millions de personnes. Imaginez qu'avec entre 5 et 10% de la population aujourd'hui musulmane, nous avons quand même une pression permanente et quotidienne sur nos institutions, sur la société, sur les débats publics, sur la question du port du voile, sur la question de l'abaya, sur la question du burkini, sur la question des repas confessionnels, sur la question de la présence aujourd'hui du halal. Alors je vous laisse imaginer ce que ce sera quand on parlera de 20, 25, 30%. Et comme vous dites, c'est très insidieux parce qu'en plus se mêlent à ça des logiques commerciales. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec pas typiquement un abattage halal qui ne devait être qu'une exception et qui devienne la norme dans de très nombreux abattoirs. Donc on n'a plus le choix que de manger halal et même indirectement à travers cela de financer le culte islamique. C'est comme vous dites des pratiques là encore insidieuses, avec des bars où on va voir plus que des hommes ou plus que des femmes, une espèce de séparation de l'espace public qui s'impose à nous. Ou le fait que dorénavant, maintenant dans des cantines on ne sert plus de porc. Voilà, donc on est en France, on n'a plus le droit de manger de porc parce qu'il faut s'adapter à cet interdit musulman. Donc oui, en effet, quand je vois déjà l'impact que ça a en permanence politiquement sur notre société, avec un nombre qui est encore relativement modéré, ça m'inquiète évidemment pour la suite, et c'est pour ça que j'ai envie qu'on prenne les choses en main tout de suite. Et la première réponse, c'est d'abord une réponse, il faut bien le dire, sur la politique migratoire. Mais est-ce que pour vous, il y a aussi une responsabilité des élus en fait, de ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on voit, il y a eu des campagnes d'affichage en Strasbourg de, en gros, bonheur de ville. C'était une campagne d'affichage où il y avait une femme voilée, donc ça devient normal. Il y a eu très récemment là un élu RN qui se fait quasiment jeter du conseil municipal parce qu'il ose sortir un crucifix en disant écoutez, il y a une femme voilée, le maire vient de dire qu'il est très fier qu'il y ait une femme voilée au conseil municipal, donc moi j'ai le droit à ma croix. Au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Est-ce que ces élus sont responsables? Déjà, les premiers responsables, c'est ceux qui organisent la politique d'immigration telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'il faut quand même revenir à l'essentiel. L'islamisation, ne sort pas de nulle part. Pour vous, c'est forcément lié à l'immigration pour le coup. De fait, le résultat d'abord et avant tout de l'importation de personnes de confession musulmane issues de pays musulmans sur le sol français, parce que l'immigration extra-européenne qui arrive aujourd'hui massivement en France, on n'a jamais eu de tel niveau d'immigration, qui soit d'ailleurs légal ou illégal, sont évidemment essentiellement issus de pays de confession musulmane. Donc c'est une importation auquel s'ajoute évidemment une conversion, même si ça reste relativement marginal sur les populations dites natives, mais enfin ça a quand même un impact. Et en plus une réislamisation, y compris de ces populations immigrées. Ça veut dire qu'on voit qu'aujourd'hui que les jeunes d'origine immigrée pratiquent plus l'islam, et un islam plus dur que leurs propres parents. Donc il y a une forme de même désassimilation qui se met en place. Alors cette fois-ci on est devant le Parlement européen à Strasbourg, parce que du coup dans cette ville qui est un symbole européen, une capitale européenne, il y a il y aura à la fois la plus grande mosquée d'Europe et le symbole du pouvoir de l'Union européenne. Déjà, qu'est-ce que ça symbolise et comment l'Union européenne permet justement en réalité à cette grande mosquée d'exister? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la part de la Commission et des institutions européennes, là encore, une grande naïveté vis-à-vis de la subversion islamiste, puisqu'on voit qu'il y a de nombreux financements ou associations qui ont pignon sur rue au sein même de l'institution européenne. Alors, évidemment, qui œuvrent à faire avancer toutes ces idées. Et qui clairement sont dans la volonté de, une fois de plus, mettre sous pression les sociétés européennes, faire avancer leur agenda de la charia, faire accepter le voile islamique, entre autres choses. On parle beaucoup du FEMISO, donc, qui est en effet une association qui, là encore, sous couvert d'antiracisme, a en réalité des accointances avérées avec les frères musulmans. C'est plutôt des jeunes du coup, c'est les jeunes musulmans européens en gros. Les jeunes musulmans européens exactement, et qui ont notamment un partenariat, alors de mémoire c'est le CCIB à Bruxelles, qui en fait est l'émanation du CCIF qui avait été dissous en France par Gérald Darmanin pour islamisme.
Et cette association, elle organise très régulièrement des événements ici au Parlement européen. Elle touche des financements publics européens. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a par exemple, de mémoire, c'est Marion Lalisse, le nom, qui est coordinatrice pour la commission en charge de la lutte contre la haine anti-musulmane et qui retient des propos complètement délirants en expliquant que elle critique finalement tous ceux qui s'opposent ou qui dénoncent ce terme d'islamophobie. Elle se revendique, ou plutôt elle fait référence, excusez-moi, à une femme qui s'appelle Shada Islam, qui elle-même se revendique de Qaradawi, qui est quand même le fondateur des frères musulmans. Cette même Shada Islam, qui elle-même a été invitée à l'un des événements du Fémiso. On voit bien qu'il y a tout un écosystème en fait, qui s'auto-alimente. C'est eux qui avaient obtenu, je crois, une campagne d'affichage de la beauté dans la diversité, la liberté dans le hijab, avec des photos d'une femme occidentale qui d'un coup, hop, mettait le voile, le mettait pas et avait l'air hyper heureuse. Dans la liberté dans le hijab, on est typiquement sur une sorte d'offensive assez classique qui consiste à défendre le port du voile islamique sous couvert de féminisme, de liberté individuelle, de liberté de la femme. Voilà, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la question du port du voile est un sujet plus complexe, j'en parlais tout à l'heure, mais quand on voit que 42% des femmes qui portent le voile en France le font pour des raisons sécuritaires, pour être plus en sécurité, on comprend qu'en fait, il y a quand même une grosse part de pression islamique, sociale, communautaire qui joue évidemment dans la démarche. Et puis, de fait, le symbole religieux du voile est un symbole qui n'est pas neutre politiquement, puisque de très nombreuses femmes dans le monde qui continuent d'être discriminées, emprisonnées, persécutées, voire même tuées pour refuser de le porter. Donc on ne peut pas faire d'équivalence, si vous voulez, entre le voile islamique et la charge symbolique qu'il représente dans la dissimulation de la femme, censée être évidemment pudique, et d'autres signes religieux comme un petit crucifix autour du cou, ou choses diverses et variées. Donc c'est vrai que c'est un vrai enjeu, et ils œuvrent beaucoup à une forme de normalisation dans l'espace public de ce hijab. Et d'ailleurs sur le hijab, nous tout à l'heure on était à cette grande mosquée, même autour, il n'y a que des femmes voilées, quasiment, et beaucoup d'entre elles vont expliquer aujourd'hui qu'elles sont libres de le mettre, que c'est par choix qu'elles le portent. Pour vous, c'est réellement possible, ou il y a quand même quelque part, quoi qu'il arrive, même si on a envie de le mettre, il faudrait presque l'interdire quelque part en France ? Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui peut-être le font absolument librement, mais ça pose une autre question, parce que moi je n'aborde pas nécessairement la question du voile sous l'angle de la laïcité, et j'aborde le voile sous la question de l'identité française. Et au-delà du fait que le port du voile dans certains espaces n'est pas respectueux de la laïcité à la française, au-delà de ça, c'est surtout pas une pratique française. Et que en France, on ne se dissimule pas, on ne se voile pas les cheveux, et donc ça pose aussi à un moment donné une question de cohabitation dans l'espace public, parce que derrière la question du voile, il y a aussi d'autres questions qui se posent, bien sûr, dans le rapport au corps et à la pudeur et aux hommes, et on le voit notamment dans les demandes répétées de séparation dans des infrastructures publiques comme les piscines, avec des horaires séparés pour les femmes et pour les hommes. Et puis l'étape d'après, ce sera quoi ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura séparé les hommes des femmes, on expliquera que ces mêmes femmes ne veulent pas se mélanger à des femmes mécréantes et impudiques que sont les européennes. Vous voyez, donc il y a une espèce de privatisation de l'espace, de séparatisme qui est totalement antinomique avec notre manière de voir les choses. Donc j'ai envie de dire qu'il y ait liberté ou pas liberté, et que d'ailleurs cette liberté doit être interrogée au regard du cadre et du contexte familial, social, urbain dans lequel elles évoluent, ça pose aussi d'autres questions qui sont des questions fondamentalement identitaires. Et aujourd'hui, on voit que cette instrumentalisation autour du voile, ça devient un débat qui est très compliqué. Récemment, il y avait une proche de LFI qui en parlait dans un média en ligne en disant qu'aujourd'hui, ça pouvait être vu comme raciste, le fait de faire la promotion du fait d'enlever son voile. Alors, on arrive très très loin, et comment on peut inverser autant tout ce symbole-là, comment on en arrive là ? Aujourd'hui, LFI, qui organise d'ailleurs, on est très proche de l'endroit où ce soir il y aura Médine, qui est amené par Emma Fourreau, Rima Hassan, il me semble, qui ont un meeting pour la Palestine. Donc bref, tout se mélange à nouveau. Comment LFI a quand même une importance là-dedans ? Comment ces partis politiques, qui ont quand même beaucoup d'eurodéputés, jouent là-dedans ? Très simplement, en fait, la France Insoumise aujourd'hui a un carburant électoral toxique.
puisque le carburant électoral de la France insoumise, qu'on a vu se manifester durant les derniers mois et les dernières élections, c'est évidemment le ressentiment post-colonial des populations immigrées, notamment extra-européennes, c'est la haine anti-française, c'est le racisme anti-blanc, c'est le communautarisme islamique, pour ne pas dire même islamiste. Voilà, on parle beaucoup de Bali Bagayoko, derrière le sourire sympa, je mange du tasti crousti et compagnie. Voilà, Bali Bagayoko, c'est un homme qui, par exemple, a défendu le burkini. C'est un homme qui s'est opposé à l'expulsion de l'imam islamiste Iqwisen. Donc, quand on creuse un petit peu, on voit en effet que il y a des associations, il y a du lobbying, il y a des sympathies, à la fois je pense pour des raisons idéologiques, pour des raisons de clientélisme électoral, et donc ils font en effet avancer cet agenda de séparatisme parce qu'ils détestent la France dans son essence, et donc c'est pour ça que ça va être tout le grand enjeu civilisationnel, parce qu'il n'y a pas de chemin de rencontre possible Pour vous, on ne peut pas réussir à s'entendre? Non, je pense qu'il n'y a aucune espèce de compatibilité. Le vivre ensemble, c'est un mythe. Ou de rencontre possible avec le projet Nouvelle France de LFI et la continuation de la France telle que nous l'aimons et la défendons aujourd'hui au sein du camp national. Ça me paraît absolument évident, ce sera eux ou nous. Voilà, c'est ça, ça va être ça la grande affiche et le grand choix que vont avoir à faire les Français dans les mois à venir, et en particulier à l'élection présidentielle. Il faut qu'ils en aient conscience, parce que j'ai envie de dire que c'est un choix irréversible. Voilà, une fois que vous avez perdu la course contre la montre démographique, une fois que vous êtes minoritaire chez vous, une fois que l'islam est majoritaire sur la terre de vos ancêtres, il sera trop tard pour revenir en arrière. Et donc c'est pour ça qu'il est urgent d'agir. Il y a une ville aux États-Unis comme ça où la majorité musulmane est arrivée au pouvoir. Enfin, ça a été 50 musulmans plus 1 sur 100. Et d'un seul coup, il est arrivé au pouvoir grâce aux démocrates en partie. Et leur premier truc, ça a été maintenant, il n'y a plus en gros aucune femme au conseil municipal, il n'y a plus le droit au drapeau LGBT, il n'y a plus. Enfin, et peu à peu, ça a pris en ampleur. D'ailleurs, c'est là où il y a la plus grande mosquée d'Amérique du Nord. Pour l'exemple, mais vous parliez de la civilisation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité française, des Français ou des politiques français, dans le fait que aujourd'hui LFI fait d'aussi grands scores, qu'il y a cette islamisation dont vous parlez qui est progressive mais qui arrive, dans le fait aussi d'avoir un peu oublié qui ils étaient? Est-ce qu'il n'y a pas, les politiques se sont plus tellement attaqués à l'assimilation, à même la civilisation, le concept de quel peuple on est, qui on est? La responsabilité du politique, pour moi, elle est évidemment indéniable, puisque toute cette politique migratoire, tout ce phénomène d'islamisation, cette subversion islamiste, elle s'est faite sans et contre le soutien de la population française. Les Français n'ont jamais choisi l'immigration de masse. Au contraire, chaque fois qu'on les a interrogés dans des enquêtes d'opinion, ils ont systématiquement, depuis des décennies, dit qu'ils avaient trop d'immigration, qu'ils voulaient réduire l'immigration, qu'ils voulaient même parfois arrêter l'immigration. Et quand on les interroge sur tous les sujets de société relatifs en effet à l'avancée des revendications islamiques, qui sont là encore une très grande majorité à être extrêmement fermes sur le sujet. Donc pour moi, la responsabilité, elle est en effet de la pratique antidémocratique de nos élites politiques qui ont fantasmé pendant des années un modèle multiculturel, bienveillant, qui serait forcément plus sympathique que la culture française, et qui de fait ont par cela abandonné l'imposition de l'assimilation, et après l'avoir abandonnée se rendent compte aujourd'hui qu'il n'est plus possible de la défendre, puisqu'en fait l'assimilation elle impose quand même d'être minoritaire, et quand vous avez une majorité de personnes porteuses de cultures étrangères dans des quartiers, des villes entières, comment vous assimilez et à qui? Si vous n'êtes plus en contact avec le peuple de souche qui est censé être porteur de le référent un peu quoi. Bien sûr, porteur de cette civilisation de référence à laquelle vous êtes censé vous pliez, faut pas s'étonner que l'assimilation ne fonctionne plus. C'est pourquoi aujourd'hui le sujet majeur est évidemment de stopper l'immigration légale et illégale telle que nous la connaissons aujourd'hui, et même d'organiser le départ de populations étrangères qui n'ont plus rien à faire sur le sol. Donc la remigration Oui, de fait, de ceux qui ont pu commettre des crimes et des délits, et des 25% de détenus étrangers qui aujourd'hui peuplent nos prisons, mais également de ceux qui ont en effet des accointances avec des organisations terroristes ou islamistes qui doivent être même plus largement déchus de leur nationalité et expulsés, ou même des chômeurs de longue durée qui ne subviennent pas par leurs propres besoins sur le sol français, et qui là encore n'ont pas bénéficié ad vitam aeternam de la générosité des Français. Vous nous parliez là du lobbying, pour y revenir un petit peu, on sait mal, les Français, même nous d'ailleurs, ce qui se passe concrètement derrière ces portes. Comment ces associations dont vous parlez font avancer leur agenda? Il y a le FEMISO, mais il y en a d'autres, expliquez-nous.
Typiquement, par exemple, la Commission a accordé une subvention de près de 100 000 € à l'association Al-Sharq, qui est une association turque dont il a été démontré, là encore, qu'il y avait des liens avec la confrérie des frères musulmans. Je pense par exemple à un homme qui s'appelle Louis Miguel Bueno, qui a maintenant, grâce notamment à notre pression, été démis de ses fonctions, mais qui était à l'époque porte-parole de la langue arabe finalement pour l'Union européenne, et dont on a découvert qu'il utilisait son poste, donc financé avec l'argent des Européens, pour promouvoir l'islam et le Coran de manière totalement décomplexée. On voit aussi des financements de projets extrêmement douteux, pour ne pas dire contestables, comme le fameux Coran européen qui a fait couler beaucoup d'encre et dont le financement s'élevait à plusieurs de dizaines de millions d'euros, si vous voulez. Donc c'est une addition en fait de plein de choses qui passent à la fois par des postes, qui passent évidemment par des campagnes, qui passent par des financements ou simplement par la mise à disposition d'une tribune au sein même des institutions, avec, c'est toujours pareil, de la naïveté, de la complicité, du cynisme, du calcul électoral. Mais comment vous expliquez que cette naïveté, elle existe vis-à-vis de l'islam, en gros, mais alors au niveau de tout ce qui est monde chrétien ou conservatisme, elle n'existe absolument pas. On le voit là, quand la Pologne met en place des lois qui limitent l'avortement ou ce genre de choses, ou la Hongrie qui refuse les quotas migratoires imposés par l'Union européenne. D'un seul coup, là, ça réagit tout de suite, il y a des amendes, on en parle de partout, etc. Pourquoi sur les chrétiens et le conservatisme oui et jamais sur... C'est en effet tout le paradoxe de la situation, c'est qu'en fait, et notamment en France, mais c'est vrai aussi au niveau européen, l'anticléricalisme de gauche qui s'est d'abord et avant tout construit au moment de la Révolution française face au pouvoir de l'Église catholique et à son influence dans la société, en fait perdure, sans comprendre qu'aujourd'hui le véritable obscurantisme religieux tel qu'il l'appelle vient non pas de la religion chrétienne qui objectivement est de fait totalement inoffensive, mais de l'islam. Et puis on y revient toujours, cette espèce de fascination pour l'autre, fascination pour l'étranger, couplée à une forme de détestation de soi, ça donne ça. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une Union européenne, c'est tout notre combat, qui se refuse à être le prolongement politique et institutionnel de notre civilisation. C'est d'abord aujourd'hui, en tout cas jusqu'ici, même si c'est un peu en train de changer, c'était d'abord un grand marché ouvert, doublé en fait d'un agenda progressiste de gauche extrêmement militant. Et donc petit à petit, c'est ce qu'on est en train d'ailleurs de construire, une coalition des droites au Parlement qui nous permet dorénavant d'imposer un autre agenda et d'avoir une Union européenne de droite, plus proche bien sûr des objectifs que nous souhaiterions défendre et lui donner. Mais alors demain justement cette Union européenne de droite, cette France de droite qui pourrait arriver au niveau des élections présidentielles ou des prochaines élections européennes aussi, elle ferait quoi concrètement? Là on a beaucoup parlé des problèmes, de ce qu'elle n'est pas, mais demain qu'est-ce que vous faites par exemple contre la grande mosquée Ayoub Sultan, pardon. Demain on interdit sa construction, elle a le droit quand même de se construire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement? Après, il faut évidemment faire évoluer le droit. Je vous parlais tout à l'heure de l'arsenal judiciaire, on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans les outils qu'on a pour lutter contre ces influences islamistes. Je vous parlais du modèle autrichien et de l'interdiction des frères musulmans qui donne en fait un panel d'outils judiciaires et policiers pour pouvoir entraver finalement ce levier d'influence. La réponse, elle doit aussi, j'y reviens et j'insiste, être migratoire, parce qu'une fois de plus, on continuera d'être totalement débordé par la situation tant que on ne traitera pas la question des entrées et donc de l'afflux permanent de ces populations musulmanes qui deviennent là aussi un terreau privilégié du recrutement islamiste, si ce n'est même djihadiste en France. Donc ça c'est absolument essentiel. Il va falloir aussi se délester, me semble-t-il, d'accords de partenariat privilégiés avec un certain nombre de pays étrangers qui sont des pétromonarchies, qui portent aussi là un islam et une lecture de l'islam fondamentalisme. Le Qatar étant parmi les plus connus, mais pas seulement, qui continuent d'avoir des projets dans un certain nombre de nos cités françaises. Et il faut interdire toutes ces associations de type Miligorus et toutes leurs déclinaisons, je vous parlais tout à l'heure, en école, en association ou en gestion finalement de centres religieux, au prétexte justement qu'ils portent un projet séparatiste qui n'est pas compatible avec la France une et indivisible. Et donc il faut s'adapter en fait. Mais déjà la première des choses, c'est aussi, me semble-t-il, de porter aux affaires une génération qui n'a pas failli partout. Parce que moi je veux bien qu'on ait des responsables, notamment côté Macronie, qui aujourd'hui en campagne électorale tiennent de grands discours extrêmement fermes sur le sujet, alors qu'ils ont été complices de tous les renoncements depuis des décennies. Et c'est pourquoi moi j'appelle de mes voeux un grand changement générationnel, d'une génération qui sera prête à prendre ce problème à bras le corps. Après là vous parlez des macronistes tout à l'heure, alors on a été interrompu par un problème de caméra, mais vous me parliez aussi d'élus de droite, en l'occurrence Copé. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur lui, surtout ces complicités au niveau local et moins
local en fait, de politiques qui ont, par leurs actions, joué dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ça c'est très révélateur, Jean-François Copé, parce que Jean-François Copé il nous dit aujourd'hui qu'on ne peut plus poser la question de l'interdiction du voile, donc moi je pense qu'elle devrait aujourd'hui être étendue. Parce qu'il aurait fallu le faire il y a 25 ans. En oubliant quand même de préciser qu'il y a 25 ans, c'était la famille politique de Jean-François Copé qui était aux affaires avec un certain Jacques Chirac. Alors je sais qu'il c'était un homme de centre-gauche. Ils ont eu le pouvoir assez longtemps. Ils ont eu le pouvoir longtemps et ils l'ont eu totalement. Voilà, et ils n'en ont rien fait. Et donc Jean-François Copé, c'est un homme qui dans 25 ans nous expliquera que il est trop tard pour arrêter la charia et qu'il aurait fallu le faire aussi 25 ans en arrière. Donc ce sont des gens qui de toute façon sont dans le renoncement tactique. Finalement, ils s'accommodent de la situation. C'est un homme qui a des femmes voilées au sein de son conseil municipal. Donc je veux dire, lui, il a acté l'étape d'après. Donc en effet, on ne peut rien faire avec ces gens-là qui se sont totalement compromis. Il faut avancer sans eux et même parfois contre eux. Vous me parliez en fait de l'appareil judiciaire qu'il faudrait changer, améliorer en s'inspirant par exemple de l'Autriche qui a condamné le frérisme. Pour le coup, en France aujourd'hui, il y a un système judiciaire qui marche assez bien. C'est plutôt contre ceux qui dénoncent l'islam. Vous parlez, vous, de subir un djihad judiciaire. Qu'est-ce que vous entendez par là ? En fait, c'est très simple. Je note que chaque fois que je m'empare de ce sujet, que je dénonce justement les islamistes dans notre pays, j'ai systématiquement des poursuites qui sont d'ailleurs financées par des associations qui ont manifestement aucun problème pour aller trouver cet argent et donc harceler judiciairement les différents lanceurs d'alerte avec très souvent, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des avocats qu'on retrouve dans les mêmes affaires. Tous très souvent d'ailleurs proches aussi de la mouvance LFI et compagnie. Et c'est vrai que moi-même, j'ai plusieurs procès en cours. J'ai eu un procès contre l'école de Valence, école islamique de Valence, appelée Valeurs et Réussite, dont il avait été démontré par la presse qu'elle avait des accointances avec les frères musulmans. J'ai donc dénoncé cette école et notamment les liens qu'elle pouvait avoir avec certains responsables politiques. Et j'ai gagné en première instance face à cette association qui me poursuivait en diffamation, mais je suis aujourd'hui partie en appel. Et c'est vrai que ce qui est toujours inquiétant, c'est que typiquement, j'avais dénoncé pendant les européennes l'existence d'une école qui s'appelait l'IESH, qui était l'école, rien de moins que l'école européenne des frères musulmans, qui se trouvait en Bourgogne. Et il se trouve que cette école, je l'avais démontré point par point, factuel et prouvé. Pourquoi elle posait problème, pourquoi il y avait les frères musulmans, etc. Exactement, en quoi elle était un danger islamiste. À la suite de ça, d'ailleurs, elle a été citée dans le rapport sur les frères musulmans qu'avait publié Bruno Retailleau. Elle a été interdite. Oui, donc l'État a découvert que factuellement, il y avait vraiment un problème. Après des années et des années et des années d'existence. Sauf que le comble, c'est que cette association a porté plainte contre moi en diffamation et que j'ai été condamnée en première instance face à ce reproche de diffamation. J'ai donc été condamnée pour avoir dit que des islamistes étaient islamistes après que ces islamistes aient donc été interdits par l'État français. Voilà le type d'aberration auquel on peut être confronté. Et c'est vrai qu'évidemment c'est un sujet parce que c'est une forme d'intimidation et je pense que la plupart des responsables politiques qui sont confrontés à ça, la prochaine fois qu'ils sont amenés à parler du sujet, tournent peut-être cette fois leur langue dans leur bouche avant d'en parler ou alors mesurent ou nuancent leurs propos pour pas avoir à subir justement cette espèce d'afflux de plaintes dont on peut parfois sortir gagnant mais qui est évidemment très éprouvant humainement, psychologiquement et financièrement. Sur ces attaques pour islamophobie, en gros, pour diffamation, mais derrière c'est souvent l'islamophobie, est-ce que vous comprenez par ailleurs, quand même que l'individu, certains croyants, certains musulmans qui ne posent pas de problème, qui ne sont pas dans une logique d'islam politique, puissent parfois se sentir blessés par certains mots que vous avez pu utiliser, par certains propos de la droite qui peuvent toucher des gens qui ne se sentent pas responsables des décisions de leurs dirigeants, entre guillemets. Je fais la part des choses. Je sais bien qu'individuellement, on n'est pas face à des gens qui sont systématiquement, bien sûr, mal intentionnés, dans une logique de subversion, de séparatisme ou de haine de la France. Mais pour autant, ce n'est pas rendre service à des Français assimilés de confession musulmane que de ne pas non plus pointer du doigt la menace de l'islam politique, du fondamentalisme islamiste et de la fuite en avant radicale qui est en train de s'opérer sur toutes les nouvelles générations. Et je pense que pour le coup, ces Français lucides, en général, partagent le diagnostic. Et je pense que tout le monde est prêt à entendre qu'il est normal que quand on arrive dans un pays, on n'arrive pas avec son package de revendications pour imposer sa manière de vivre, ses préceptes religieux, mais on se plie à la culture de la terre d'accueil. Je pense que quiconque de bonne foi doit pouvoir l'admettre, de la même manière que moi, quand je vais dans un pays musulman, j'arrive pas pour imposer ma manière de voir. Et je le dis aussi le plus gentiment du monde, mais à un moment donné, si des gens
se sentent mal à l'aise en France pour diverses raisons que je peux respecter, chacun est libre de pouvoir aller ensuite vivre dans un pays musulman, voilà, qui serait peut-être plus en phase avec sa manière de voir les choses ou de vivre sa religion. Moi, ça, je ne le juge pas, je trouve ça plus cohérent, mais je pense qu'à un moment donné, ce message aussi doit être passé et assumé. Et, est-ce que pour vous, là, il y a l'élection présidentielle qui arrive, là on parle du coup du Parlement européen, on a parlé de ces mosquées, de cet entrisme islamique en France aujourd'hui, mais il y a des choses qui peuvent changer. Alors à vous entendre parfois, on a l'impression que c'est foutu, on a l'impression que vous y croyez quand même. Voilà. Exactement, mais alors pour vous, qu'est-ce qui peut se passer là dans l'année qui vient? Qu'est-ce que vous espérez de cette année d'élection pour les idées qui sont les vôtres, ou en tout cas les inquiétudes qui sont aussi les vôtres? Alors déjà, je ne suis pas désespérée, sinon je ne serais pas devant vous en train de faire de la politique. Voilà, je planterais des tomates je ne sais où en attendant que tout ça se passe. Donc j'y crois totalement. 2, j'ai de bonnes raisons d'y croire, puisqu'aujourd'hui au Parlement européen, nous obtenons des victoires grâce à la coalition des droites que nous avons construite et qui met régulièrement en minorité la majorité d'Ursula von der Leyen quand même, et qui a notamment obtenu ce jour même d'ailleurs le vote du règlement retour, qui est un durcissement historique dans la lutte contre l'immigration clandestine pour pouvoir à la fois enfermer et expulser plus efficacement les clandestins. C'est des accords avec des pays étrangers pour pouvoir plus facilement. C'est vraiment les modalités ensuite de détention et d'expulsion. Et ensuite, il y a la liste des pays sûrs, il y a des partenariats avec des pays étrangers. Vous avez totalement raison, tout ça est une réponse transversale. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a jamais de quoi désespérer. On peut faire bouger les choses et on est en train de le faire au niveau européen. Maintenant, évidemment, il faut que ça embraye au niveau national. Et donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je soutiens le candidat ou la candidate du Rassemblement national aux côtés de nos alliés du camp national, parce que je considère que c'est la seule voie raisonnable, cohérente et efficace pour pouvoir porter une véritable alternance. Et je ne peux qu'en appeler à tous ceux qui aujourd'hui partagent notre diagnostic, je pense notamment chez les Républicains, d'arrêter de se compromettre dans des alliances sans lendemain avec la Macronie qui a tout trahi, qui a tout failli, qui est déjà en train de s'accorder avec le centre-gauche de Gabriel Attal pour je ne sais quelle petite calcul électoral. Et de nous rejoindre pour pouvoir finalement porter cette grande alternance qui, une fois de plus, est existentielle, parce que là, il ne s'agit pas de savoir quel taux de TVA, il s'agit de savoir si demain la France sera encore la France. Pour quiconque a des enfants, je pense que c'est une question centrale. Et alors juste en opposition à vous, parce que là vous parlez justement de cette alternance possible à droite, il y a aussi un risque d'alternance potentiellement à l'extrême gauche. Est-ce que les récents scores de Mélenchon dans les sondages, on le voit monter, on sait qu'il est souvent sous-coté et au dernier moment, hop, il arrive à 25, etc. Il pourrait être au second tour. Est-ce que cette France que lui promeut, ces idées politiques qui sont vraiment à l'exact opposé de tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui, vous inquiètent? Est-ce que vous pensez que ce groupe-là peut gagner? Moi, je crois que la qualification, je suis même convaincue que la qualification au second tour de Jean-Luc Mélenchon est absolument possible. Voilà, parce que pour une raison simple, c'est qu'il est malgré tout le leader plus ou moins incontesté de la gauche, qu'il a assez peu de challengers, que Jean-Luc Mélenchon est un malin. Donc après avoir soufflé sous toutes les braises de division, de haine, de communautarisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va reprendre ses habits modérés, il a déjà commencé à le faire. Et que donc l'hypothèse de se retrouver face à Jean-Luc Mélenchon est absolument possible, et que donc c'est le grand moment du choix, voilà, et de la clarification pour l'ensemble des acteurs de la droite entre l'adversaire existentiel et l'allié potentiel. Au moins, j'ai envie de dire, l'affiche sera claire, puisque de toute façon c'est le grand enjeu. Pour vous, ce serait presque intéressant en fait, qu'il soit au second tour, que les Français puissent faire un choix très clair, comme un référendum presque en fait. J'aime pas le mot intéressant, parce que je dois dire que la perspective d'un Jean-Luc Mélenchon au second tour m'effraie plus qu'autre chose, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Attention, voilà. Donc, et puis ce serait évidemment un renforcement pour lui aux élections législatives, donc c'est pas un petit enjeu. Et puis son installation définitive comme le leader de la gauche, voilà. Mais en tout cas, il faut la prendre au sérieux. Voilà. D'où le fait de se rassembler au maximum en amont et de ne pas se perdre dans des impasses électorales, des petites guerres d'ego, des aventures solitaires comme je vois certains le faire, parce que je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui. C'est criminel. Vous pensez à Éric Zemmour Notamment, mais j'en vois aussi à LR. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne remets pas en cause la sincérité de tous ces combats, mais je n'en vois pas l'issue. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir devant l'histoire prendre ses responsabilités. Et merci beaucoup pour ce moment avec vous et pour le temps que vous nous avez donné. Et puis bonne fin de journée à vous. Merci. Et puis voilà. À bientôt. Merci beaucoup.